Madame Benarabatou, vous êtes à l'initiative de cette conférence organisée sur la question de la protection sociale. Pourquoi, au fond, avoir voulu organiser cette conférence ? Je crois que la question de la protection sociale, au moment où nous avons des crises, où on a un appauvrissement des citoyens, je crois que c'est vraiment le moyen de diminuer la pauvreté, de répondre aux besoins minimaux des peuples, des populations. C'est bien la protection sociale, c'est son rôle. Alors, cette question de la protection sociale, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un regard double, un regard sur le Maghreb et sur l'Union européenne. Parce que ça permet de voir un peu en quoi c'est différent, comment les enjeux se posent dans les deux zones. Et puis parce qu'il y a des relations très fortes des peuples. Il y a beaucoup de migrants maghrébins qui sont en Europe. Il y a une histoire commune qui est un peu douloureuse parce qu'elle est aussi sur la colonisation. Mais en tout cas, ces relations et l'enjeu de la protection sociale au moment de crise dans ces deux zones me paraissaient intéressants et je ne regrette pas parce qu'en effet, c'était très intéressant. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée de conférence ? Un besoin de débat et de discussion sur des questions qui sont quand même assez complexes. Il y a un besoin de débat, beaucoup d'intervenants l'ont dit, des participants. Donc je crois qu'il faudrait continuer, refaire d'autres moments de discussion de manière à ce que ces questions complexes puissent permettre de penser comment avancer. La Tunisie est dans un moment de démocratisation, elle est en train de repenser son projet, la constitution est en train d'être finalisée et donc je crois que ces questions-là sont incontournables aujourd'hui et donc on a besoin pour créer et pour mettre en place des protections et des systèmes de protection sociale, avoir des moments de réflexion avec tous les acteurs concernés. Est-ce qu'au Parlement européen, il y a une recommandation qui va arriver à court terme qui concerne la protection sociale ? Parce que vous travaillez, puisque vous êtes membre de la Commission Affaires et Emploi Social du Parlement européen, oui. Y a-t-il un dossier relatif à la question de la protection sociale, que ce soit au niveau de la coopération ou tout simplement au niveau de l'Union européenne ? Comme vous le savez peut-être, la protection sociale ne fait pas partie des compétences du Parlement européen. Donc il nous arrive de faire des recommandations, de voter des résolutions qui ont un statut plutôt de recommandation. Nous en avons voté une lors de la semaine de mars, le 14 mars, sur justement la question de la protection sociale pour les migrants au sein de l'Union européenne. Donc ce sont des débats qui continuent. Je trouve que ce sont des questions passionnantes et qui répondent aux besoins des citoyens. Parce qu'au fond, c'est une question de démocratie. Si les citoyens ne nous suivent pas dans la vision que l'on porte au niveau politique, alors on risque d'aller vers des systèmes autoritaires, on voit que les populismes montent, etc. Et c'est parce que nous ne répondons pas aux besoins des citoyens. Si nous apportons une réponse pour permettre aux citoyens de vivre décemment et d'avoir une belle vie, ils n'iront pas vers les populismes. Donc c'est aussi un enjeu démocratique que cette question l'investissement social. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Au cours des débats, vous avez souvent parlé d'intégration maghrébine d'un côté et de l'autre de protection sociale. Quel est le lien ? Le lien, c'est la complémentarité. On estime que les pays du Maghreb, les économistes estiment que c'est 2% du PIB qui sont perdus à cause de la non-intégration maghrébine. Il y a des complémentarités, bien sûr, économiques, mais il y a aussi une histoire commune. Et les peuples du Maghreb se sentent comme un peuple solidaire et uni. Donc les politiques doivent devenir plus ambitieux. Je rappelle quand même les leaders aux indépendances, les leaders de l'indépendance, porter cette vision d'une union maghrébine et maintenant il va falloir que les politiques actuelles soient plus ambitieux, que ce soit les parlementaires ou les gouvernements et construisent ce Maghreb pluriel et démocratique qui répond aux aspirations des peuples et à ce moment-là la question sociale sera forcément centrale. Merci Madame Benarabatou. Merci. So maybe you can just tell us what was the main thing for you, like in the conference this morning. What you'll remember. I think the conference dealt with this really interesting topic of social security for migrants, also from the Maghreb country, where we have quite a huge population of migrant workers in the EU. I was surprised that there's still a lot of misunderstanding about the basic concepts and the basic rules applicable, but it shows that it's really necessary to increase the dialogue between the stakeholders
and in particular also to look between the EU and the Maghreb countries on how to make best the social security protection for migrant workers, because such a protection is not only in the interests of the migrant worker itself, but also of the hosting EU member states, to have a population which is healthy and which will also then, if they wish, can return to their home countries, but also for the Maghreb countries themselves, so that when they are concerned with returning migrant workers, they are sure that these workers will receive benefits from their time of work in the new member state. And what are the main difficulties met by the Commission in its work towards integration of migrants, in particular in the field of social protection? At the moment, in the time of economic and social crisis, social security rights for non-nationals, and these are the migrant workers also from the EU, is an issue which is not high on the priority lists of member states, given other priorities in the financial fields. So we have really to do a lot of work to convince member states that even in these times it's in their own interest to provide sufficient social security protection. Also with regard to avoid the level of undeclared work and also any social dumping, because persons who are not insured and who are coming to member states are of course more likely to be an issue with regard to competition on the labour market. And one last question about the conference. How important it is according to you to organize a conference with people from the south and people from the north? Was it interesting for you to meet some people from the south? Yeah, I have already been to all these countries, I have to say several times. But what was interesting is also to meet persons from these countries which are not part of the government system, and which have a more hands-on experience on how does it feel to be a migrant worker, who had a regular contract with migrant workers, so to see, apart from the theoretical parts of rights which are encompassed in legislation, what are the real issues on the ground and what do people feel on the ground. And this is of course a different experience than when you talk only to government officials, rather than to speak also to migrants in the EU. Okay, one last question. What is the influence you think of the Arab Spring on your work in this area of social protection, cooperation? Is it more difficult, or do you have hope about what is going to happen? Of course, the Arab Spring, I would call it as a challenge. Yeah? There were some fears in the beginning that it would lead to an influx of migration from some of these countries, for example Tunisia, which did not materialize. But it increased also the interest of European countries in Arab countries, including the Maghreb countries. And this might also be a basis for a new renewal of the political dialogue, also in the field of social security protection. So I think it has a positive influence on the whole atmosphere of dialogue between the EU member states and Arab countries. Okay, thank you very much. Donc par rapport à la conférence de ce matin, on voulait juste savoir un peu quel est le point que vous retiendrez, ce qui a été intéressant. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été intéressantes. Bon, d'abord, le sujet intéresse beaucoup de monde, donc ça c'est intéressant des deux côtés de la Méditerranée. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler, comment est-ce qu'on va pouvoir passer à l'action. Parce que là, on est dans un échange de vues, une discussion sur les enjeux, sur les problèmes qui ont été relativement largement abordés. Par contre, quand on en vient à la coopération au niveau technique, qui paraît être une voie d'avenir parce que la volonté politique n'est pas toujours aussi évidente qu'on voudrait, en tout cas au niveau de l'ensemble du Maghreb, comment faire cette coopération technique? Je pense que là, il y a encore des pistes à explorer. Bon, moi, j'ai lancé quelques-unes dans le cadre de la coopération au développement de l'Union, mais il y en a certainement d'autres, et peut-être d'autres enceintes dans lesquelles les sujets pourraient être abordés
mais en essayant d'aller vers des recommandations très concrètes et des modalités d'action concrètes. Et justement dans votre travail, au niveau de la coopération notamment, est-ce que le printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe, ça a changé quelque chose, ou dans votre vision des choses, ou alors dans la façon concrète de travailler? Oui, de toute façon, l'Union européenne a pris des dispositions, a fait des nouvelles communications pour répondre au bouleversement politique et pour accompagner les réformes qui suivaient le printemps arabe, en particulier au niveau démocratique, et pour faire une relance économique dans ces pays. Et donc effectivement, on a eu des financements supplémentaires, on a eu un cadre politique ouvert pour travailler avec les pays du Maghreb. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, on a eu davantage d'accent sur les questions d'emploi et de jeunesse. Est-ce qu'on se demandait aussi, est-ce qu'il y a des pays avec lesquels c'est plus facile de travailler, avec lesquels l'Union européenne a une meilleure coopération, notamment au niveau des pays du Maghreb? Ça dépend, mais actuellement, par exemple, le Maroc a ce qu'on appelle un statut avancé avec l'Union européenne. Et en matière de migration, on est en train de négocier un partenariat de mobilité. Donc le Maroc est un pays qui est un peu plus stable, permet d'avancer de façon plus traditionnelle. La Tunisie, aujourd'hui, on ne sait pas trop comment les choses vont tourner, donc on est toujours en accompagnement, mais ça reste c'est un peu plus difficile parce qu'on manque de visibilité. Et l'Algérie est encore un autre cas tout à fait particulier. C'est un pays qui a des ressources financières, mais un régime qui est très formel et sur lesquels les modalités de coopération sont peut-être moins ouvertes. Mais vous êtes optimiste par rapport à la coopération qu'on peut avoir au niveau de... Ah, mais si on est optimiste, il faut changer de métier quand on fait de la coopération au développement. C'est vrai. Et une dernière question justement sur l'intérêt de ce genre de conférence dans ce domaine-là. C'est intéressant parce que c'est pas fréquent. Il n'y a pas beaucoup de lieux d'échange où on discute de protection sociale avec des pays du Maghreb. Et là encore, comme ça a été souligné, on peut travailler quand on essaie de le faire au niveau technique. Parce qu'il n'y a pas de volonté vraiment politique au niveau de l'Union du Maghreb en tant que telle. Ils ont bien des programmes sociaux, mais ça fonctionne plus en bilatéral qu'au niveau multilatéral. Donc, mais bon, pourquoi pas? On peut toujours avancer de façon bilatérale avec certains pays. Et on espère que l'Union européenne pourra apporter un appui utile pour que se développent des systèmes de protection sociale. Mais là encore, je reviens à mon premier point, c'est-à-dire selon quelle modalité technique, comment utiliser les instruments qui existent et comment essayer de faire monter les débats ou peut-être de susciter certaines demandes auprès de l'Union européenne. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Kaufmann, d'après vous, dans le contexte qui est celui d'une crise socio-économique planétaire et qui touche spécifiquement l'Europe, quels sont les défis et les enjeux en ce qui concerne la protection sociale au niveau européen? Il y a un certain nombre de défis, mais un des plus importants, c'est comment assurer le financement de la protection sociale dans son ensemble et des différentes branches, notamment l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, invalidité, etc. en général, en particulier. Selon les pays, les défis varient selon les situations. Prenons par exemple l'Allemagne. Oui. Là, l'assurance dépendance qui existe depuis 1995 semble être un défi particulier dans la mesure où il y aura de plus en plus de personnes dépendantes. Il y aura de plus en plus de personnes dépendantes atteintes de démence. Et alors, tout cela a un prix ou est, on peut le dire comme ça, est hors prix. Donc, comment faire pour renflouer les caisses qui vont quand même bientôt être vides. Un autre problème, ou disons, ça pourrait être à la rigueur une solution, peut-être pas tout à fait réaliste, je l'ignore. Lorsqu'on dit que l'assurance sociale ou la sécurité sociale n'est plus finançable
telle qu'elle se présente actuellement, il faut savoir aussi quand il est trop facile de dire c'est trop cher, il faut voir comment peut-on faire pour que ça ne devienne peut-être pas trop cher. Et justement, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, si on maintient les régimes, alors le système en général et les régimes particuliers, alors comme l'assurance maladie, l'assurance vieillesse par exemple, évidemment, là où c'est basé sur, ou financé par cotisation des salariés et des employeurs, on va vers un mur. On risque de se cracher tout simplement parce que qui dit financement par cotisation dit emploi pour recevoir un salaire duquel on déduit des cotisations qui servent au financement de la couverture de ces risques. Donc il faut avoir le courage de dire qu'il faut s'attaquer à l'ensemble du système, à risquer, ou à vouloir, à désirer un renouveau de tout. Maintenant, ne me demandez pas comment ça peut être, ça pourrait se dessiner en détail, mais il faut, par exemple, bien former des jeunes pour qu'ils trouvent un emploi, et un emploi qui soit réaliste dans la situation actuelle du marché du travail. Est-ce qu'il existe une liste qui fait état des bons élèves et des mauvais élèves au niveau européen en matière de sécurité sociale? Quels sont les bons élèves au niveau européen? Vous savez, la question, elle est très difficile parce que qu'est-ce que cela veut dire? Bon élève. Bon élève, est-ce que c'est celui qui n'a pas de grosses dépenses, mais peut-être pas, qui ne couvre pas bien les assurés? C'est difficile. Du gaspillage, en effet, ça voudrait dire c'est signe d'un mauvais système. Mais je me garderais bien de vous dire quel est ce que c'est qu'un bon système, ce que c'est un mauvais système. Je réponds peut-être de cette façon. Si vous prenez par exemple les Français, beaucoup de Français, ils disent souvent qu'ils ont le meilleur système de sécurité sociale au monde. Leur assurance maladie, me semble-t-il, occupe entre le 14e et 17e rang dans l'Europe communautaire en ce qui concerne la couverture des charges, des coûts. Alors vous voyez, qu'est-ce que cela veut dire, un bon système? En Allemagne, vous avez par exemple le principe du tiers payant, c'est-à-dire le patient va chez le médecin, il ne paye pas le médecin, sauf pour certaines prestations qui ne sont plus en charge, plus pris en charge par l'assurance. En France, il paye, ailleurs, il paye plus. Alors, vous savez, c'est difficile. Ce qu'il faut aussi, c'est de la qualité, me semble-t-il. Oui. Juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne, à terme, peut s'orienter vers un système uniforme en matière de protection sociale? Ou pour vous, 27 États qui iraient dans le même sens, c'est pour vous un peu presque utopique du rêve? Ou c'est possible? Pour moi, c'est utopique. Et j'ajouterais aussi que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de sécurité sociale. Donc, il faudrait déjà modifier le traité. Ça, c'est une chose. Et actuellement, vous avez une coordination au niveau de l'Union européenne en matière de sécurité sociale pour les personnes qui se déplacent. Mais rien qui ne permette vraiment de... Et cela coordonne seulement. Cet instrument, c'est un instrument de coordination, c'est-à-dire qui fait de sorte à ce que les différentes assurances nationales fonctionnent ensemble. Mais maintenant, mettre à un même niveau l'ensemble les régimes et systèmes de l'ensemble des États membres, ça me paraît utopique, non voulu, non désirable, disons, parce que on ne va pas aller vers le bas et on ne peut pas aller vers le haut. Alors donc, il me semble que l'harmonisation est exclue, mais on peut avoir un rapprochement. Ok. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi.
Alors, la réforme de la protection sociale au Maroc, d'après vous, elle devrait commencer par quoi? Non, mais elle a déjà commencé. Et bien sûr, nous, comme je l'ai dit dans mon intervention, le système marocain de protection sociale, il s'est construit par paliers successifs depuis l'indépendance. Et nous avons un régime qui s'appuie sur 4 piliers. Vous avez la couverture médicale obligatoire, elle est devenue obligatoire depuis 2005 avec l'entrée en vigueur du Code de la couverture médicale de base, qui concerne en fait les salariés du secteur public et privé, et qui est géré par 2 organismes, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale des œuvres de prévoyance sociale, avec un organisme régulateur de l'ensemble qui est l'Agence nationale de l'assurance maladie. C'est à peu près le tiers de la population marocaine. Il est très avancé dans la couverture de ces salariés, du privé et des fonctionnaires. Vous avez un autre pilier, c'est le régime médical, le régime d'assistance médicale aux personnes économiquement faibles, qui a connu un début de généralisation l'année dernière. Donc, je crois que le 13 octobre de l'année dernière, il concerne à peu près 8,5 millions de population. Il est dans une phase relativement avancée aussi. À peu près, il concerne maintenant 6,5 millions de personnes qui ont eu leur carte d'indigent, donc de RAMED. Vous avez le régime d'assistance médicale, la couverture médicale pour les indépendants, les artisans et les professions libérales, qui connaît aujourd'hui des difficultés parce qu'on a expérimenté un régime mais qui n'a pas pu connaître une réussite. Et on est en train de réfléchir sur le régime le plus approprié, donc qui puisse correspondre à cette catégorie de population. Bien évidemment, il reste les étudiants à couvrir également. Et on aura donc, pour la couverture médicale, un système donc, autour de ces piliers. Il y a la retraite qui ne couvre aujourd'hui que 10% de la population marocaine. Et il y a un effort important à faire à ce niveau, d'autant plus que les régimes existants commencent déjà à connaître donc, une crise de leur financement, ce qui incite l'ensemble des partenaires sociaux et le gouvernement à statuer sur les scénarios qui sont aujourd'hui en cours, soit le prélèvement donc, du taux de cotisation, soit donc l'allongement de la durée de l'âge à la retraite. Et vous avez à côté de ça, vous avez un projet en cours qui attend un peu un consensus entre les partenaires économiques et sociaux, c'est autour de l'indemnité pour perte d'emploi, parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'indemnité pour les chômeurs. Mais c'est en cours de négociation, il y a un différend autour du taux de cotisation respectif des salariés et du patronat. Et nous avons à côté de ça tout un ensemble de filets de sécurité qui sont en fait un ensemble de programmes de lutte contre la pauvreté, la précarité, l'exclusion et la marginalisation, avec, disons, quelques programmes phares que sont l'Initiative nationale pour le développement humain, la caisse de compensation qui en fait soutient les prix des biens et des services de première nécessité. Et vous avez des programmes dédiés à l'encouragement de la scolarité des enfants de milieux pauvres. Vous avez des programmes pour le renforcement à des fins de généralisation de l'électrification et de l'adduction d'eau, plus d'autres petits programmes qui vont toujours dans ce sens, et notamment ceux qui visent l'appui aux acteurs de la société civile qui travaillent dans le domaine de la solidarité et de l'action sociale, en sus des organismes de microcrédit et des autres agences de développement, souvent régionales, comme l'Agence de développement social ou l'Agence des provinces du Sud, du Nord, de l'Oriental, etc. Donc il y a un dispositif, mais bien évidemment déjà bien mis en place qu'il faut renforcer et continuer à développer. Absolument, mais malheureusement, comme vous le constatez, il est éclaté et il n'est pas piloté de façon unifiée. Et il connaît donc des déperditions. Donc, il y a un manque de coordination. Il y a un manque de coordination, un manque de cohérence
et un manque de mutualisation des ressources à la fois financières et humaines et managériales. Est-ce que ce sont des problèmes communs à la Tunisie et à l'Algérie? Je pense que c'est des problèmes communs. Nous avons ensemble des problèmes de gouvernance donc du système, de cohérence, de convergence, de mutualisation et de pilotage unifié donc, de l'ensemble des dispositifs de protection sociale. Bien évidemment, il y a d'autres problèmes liés à la gouvernance elle-même, puisqu'il y a des déviances qu'il faut gérer, que ce soit du côté de l'assurance maladie, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne déclarent pas leurs salariés, il y a la sous-déclaration, il y a la surfacturation, il y a énormément de choses donc il faut... Et puis il y a les problèmes de ressources humaines, parce qu'il faut former au métier donc, de la protection sociale. On entend donc que c'est un grand chantier. C'est un grand chantier que nous avons commencé et il y a une volonté politique réelle à un haut niveau pour aller de l'avant dans une perspective donc de généralisation graduelle de la protection sociale pour qu'elle puisse embrasser tous les Marocains. Aujourd'hui, on peut dire que même si l'État consacre plus de 50% du budget général à l'action sociale et à la solidarité, beaucoup reste à faire parce que le taux de pauvreté reste quand même élevé et les personnes couvertes par la sécurité sociale au sens strict sont environ donc 50% et donc on a encore du chemin à faire pour généraliser. Alors brièvement, vous avez assisté à toute une journée de conférences sur la question de la protection sociale tant au sein de l'Union européenne qu'au Maghreb. Quels sont les grands moments? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui en fin de journée? Non, j'ai envie de dire qu'il faut surtout trouver des convergences à travers des structures de médiation qui nous permettent de réunir les conditions de consensus autour des grandes réformes de notre système de protection sociale et notamment ceux pour lesquels cette médiation est nécessaire, cette écoute, cette gestion participative est nécessaire, comme la réforme du système donc, de la retraite, comme la compensation des produits de première nécessité, mais comme aussi la généralisation graduelle et surtout le financement de la protection sociale. C'est donc un appel que vous faites tant aux États du Sud qu'aux États du Nord? Absolument, parce que la protection sociale est une question éminemment politique, parce qu'elle relève d'un choix de société, eh ben, la solution ne peut être aussi que politique à travers un contrat social entre tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. Merci beaucoup, Monsieur C'est moi. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Bon, on est encore à chaud, hein, on vient de terminer, donc il faut un peu de recul pour... Je retiens, et vraiment je crois que ça m'a surpris plus que je n'attendais, c'est-à-dire un besoin de lieu de débat. Et on peut dire que l'initiative de la parlementaire qui a organisé cette journée répond à un besoin. Drôle, hein? C'est-à-dire il faut des espaces comme ça, décentrés, pour que les Maghrébins se parlent de manière distanciée, critique, fraternelle, audacieuse. Et puis d'autre part, je crois que c'est bien que ça se passe aussi ici, parce que ça nous permet de prendre du recul par rapport à nous situer dans les enjeux de la région, de la mondialisation actuelle, etc. Oui, c'est une vraie belle journée de débat. À l'aune du printemps arabe, quel message adressez-vous aux États du Maghreb? Je serais prétentieux de ma part, hein, adresser un message aux États arabes, j'en sais rien moi. Hein. Je suis un citoyen parmi d'autres, qui plus est un peu mis sur la touche, quoi. D'abord, j'aime pas beaucoup l'expression des printemps arabes. Voilà, je pense que parce que elle a comme équivalent l'hiver arabe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un jour on nous monte très haut, le lendemain on nous descend très bas, etc. Nos peuples, nos sociétés sont en train de faire leur chemin vers plus de justice sociale, vers plus de démocratie et surtout peut-être vers une reprise d'initiative. Ce que les Européens connaissent, c'est ce qui s'est passé à Chypre, ce qui s'est passé en Grèce. Eh bien, il faut qu'ils sachent que nos pays, nos sociétés l'ont vécu les années 80. Dès les années 80, dans la solitude, on a subi le joug
des conseillers qui ont démantelé les politiques sociales, le rôle de l'État, etc. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On est dans le mouvement. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur Brissi. Merci. Alors, madame Rango, d'après vous, par où l'Algérie devrait-elle commencer pour réformer au mieux son système de protection sociale? Je pense que le gros problème actuellement en Algérie, c'est la partie santé. La partie santé s'est beaucoup dégradée dans les années, fin des années 80 et dans les années 90. Et aujourd'hui, on est dans un système presque, je dirais, anomique, c'est-à-dire où les règles ne sont plus très claires ni pour les praticiens, pour personne, et surtout pas pour les intervenants dans le système de santé, et où il n'y a pas de priorité, où les malades circulent comme ils peuvent dans le système, où donc on a beaucoup à gagner. Et je pense qu'il faudrait commencer tout simplement en disant, voilà, il y a un panier minimum de soins qu'il faut... sur lequel on oblige que ce soit fait. Voilà. Et ça, ce panier, on peut même techniquement, on peut le construire à partir de ce qu'on connaît de la santé de la population. Et je pense que si on s'y prenait comme ça, on recommencerait à fixer des priorités. Et c'est ce qui manque le plus au système de santé, c'est des priorités. Pour les autres systèmes, je pense qu'il y a aussi tout le travail à faire par rapport à une mollesse du système de sécurité sociale à aller chercher, à aller voir si tout le monde est déclaré dans les entreprises. Parce qu'on s'aperçoit que dans les secteurs privés, peu syndicalisés, beaucoup de travailleurs ne sont pas déclarés par leur patron. Donc là aussi, c'est des gens qui ne sont pas protégés. Alors bien sûr, ils ont accès aux soins de santé, mais ils n'ont pas accès à la retraite. Ils n'auront pas les années pour accéder à la retraite. Et donc je pense que si on continue, on va avoir une population qui va se retrouver âgée, sans ressources, dans une situation insupportable, alors même qu'elle travaillait. Si elle n'avait pas travaillé, c'était une autre problématique. Mais pour des gens qui travaillent, être privés de la retraite à l'âge où ils auraient droit, je pense que c'est très grave. Et ça, je pense que c'est vraiment les deux choses qu'il faut nettement améliorer, techniquement parlant, pour généraliser un système qui légalement est correct, mais dans la loi est correct, mais qui souffre de ces deux carences graves. Vous avez participé à toute une journée de conférences sur la question de la protection sociale. Qu'est-ce que représente une telle initiative pour vous? Je trouvais intéressant l'échange que ça a permis entre les pays du Maghreb entre eux et aussi sous le regard des pays d'Europe. Donc d'une part, on a pu voir qu'au fond, on avait aussi des enjeux communs ensemble, donc d'une réflexion en tout cas à mener en commun, parce que je pense que dans tous les pays en crise, le problème des dépenses de santé est à repenser, et donc il faut réfléchir. Et comme on serait bien aidé, les pays du Sud seraient bien aidés si des réformes commençaient à être faites dans le Nord, parce que ça nous faciliterait la tâche. On n'a pas toujours les compétences pour poser certaines choses. Voilà, donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose d'utile à mettre en commun. Merci beaucoup, Madame Rango. Merci beaucoup.